Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Allez, nous sommes ensemble jusqu'à midi pour ce Mettez-vous d'accord. Beaucoup de débats ce matin avec nos 4 invités sur Sud Radio. Je profite pour renouveler toute mon amitié, mon soutien et un gros bisou à Valérie Expert qui, vous le savez, a une extinction de voix et va nous revenir. La première fois de sa vie, hein. Oui, mais ça ne pardonne pas l'extinction de voix. C'est quelque chose de la radio. Et à la télé, à la radio, c'est très dur. Et puis elle va nous revenir en pleine forme. Valérie, je t'embrasse. Au passage, j'en profite. Moi aussi. Voilà, c'est chose faite. Allez, nos 4 débatteurs ce matin. Sophie de Menton, vous êtes, je rappelle, chef d'entreprise. Bonjour Sophie. Bonjour Jean-François. Et présidente du mouvement éthique. Avec nous, Andrea Cotarac, le porte-parole du Rassemblement national. Nous sommes avec vous. Bonjour. Régis de Castelnau. Vous êtes avocat, vous avez votre blog, Vue du droit. Bonjour Régis, bonjour. Bonjour à tous. Donc auteur de Une justice politique, publié par l'Artilleur et membre de la rédaction de Front Populaire. Et avec nous, Jérôme Dubu. Bonjour. Bonjour, vous avez de multiples casquettes. Je citerai que vous êtes membre du pôle ID d'Horizon. Ça vous convient? Ça vous va? Allez, ça vous va. Les thèmes ce matin, avant les coups de cœur et les coups de gueule, je rappelle, nous allons parler de ce jeune de 17 ans tué au couteau dans l'Essonne. Faut-il durcir la justice des mineurs? L'antisémitisme, toujours avec la marche blanche prévue à Orléans ce soir. Est-il trop tard pour réagir? Le fait religion d'entreprise, il y a une forte percée chez les 18-24 ans, vous allez le voir, c'est assez étonnant. Et puis nous évoquerons, si nous en avons le temps, bien sûr, parce que ça fait beaucoup de débats tout ça, le préavis de grève à la SNCF. Ça vous amuse, pour le mois de juin, de préférence pour les vacances, tant qu'à faire. Faut-il interdire... Alors, vous savez, la question, c'est faut-il interdire? La réponse, évidemment, on la connaît. Les grèves pendant les vacances scolaires, mais quand même, ça fait débat, surtout pour les Français qui en ont plein le dos et qui ont envie de partir en congé aux bonnes dates. Allez, tout d'abord, on va peut-être passer à nos coups de gueule et nos coups de cœur. Je ne sais pas par qui... allez, je vais commencer par vous, Régis Dubu. Vous m'en voulez pas, Sophie de Menton? Non, je suis une femme, c'est normal, en dernier. Alors non, alors ça commence bien. Allez, Sophie de Menton. Elle est insupportable. Allez, on va céder. Non, Sophie non, Sophie de Menton. Le coup de cœur, pour le premier, c'est le vôtre. Allez, vous avez raison. C'est non, mais la galanterie n'existe plus. On n'a pas le droit. Oui. C'est votre coup de gueule en fait ce matin. Oui. Non, il y a un coup de cœur pour la campagne de pub de l'URSSAF. Absolument. Là, les bras m'en sont tombés et c'est merveilleux. L'URSSAF, qui est la bête noire quand même souvent des chefs d'entreprise. Parce que l'URSSAF est là pour, il faut rappeler à quoi sert les contrôles, les cotisations. Les cotisations, bien sûr. L'URSSAF, son utilité, c'est quand même de permettre le financement du système social français, dans son ensemble. Nous sommes bien d'accord. Avec une petite parenthèse, c'est pas l'objet, mais tant qu'on financera le système social français sur le travail, on aura des problèmes. Il faut trouver d'autres financements pour notre système social, parce que c'est les boîtes qui paient. Mais c'est pas le sujet. Là, c'est merveilleux. Alors, j'ai vu une affiche. Je l'ai presque découpé. La story, URSSAF, le slogan « Oui, je suis ton ami ». Et l'URSSAF s'adresse à nous, chefs d'entreprise. Il fait beaucoup mieux. D'ailleurs, ils ont décidé de faire une campagne parce que c'est la bête noire des patrons, clairement. Et donc, ils voulaient que ça change. Et ils rappellent leur rôle, vous l'avez dit, Jean-François, leur rôle central dans la protection sociale à la française. Et ils veulent faire mieux. Ils veulent faire connaître l'accompagnement qu'ils font. Alors, il y a des slogans merveilleux. Là-dessus, Sophie de Menton, il y a un rôle d'accompagnement de l'URSSAF, un rôle de conseil. Non ? Oui, ça existe. Oui, ça existe, forcément. Oui. Enfin, donc ça vous plaît pas en fait? Ah non, la campagne je la trouve formidable parce que pourquoi? Non, en vrai. C'est un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur, mais absolument. Je n'aimais pas l'URSSAF tel que c'était, mais mon coup de cœur, vous avez raison de me faire préciser, c'est que toute l'attitude en France, y compris des politiques, et toute l'attitude a basculé envers les entrepreneurs. Tout d'un coup, ça me fait d'autant plus plaisir que vous savez que j'ai fondé J'aime ma boîte, la fête des entreprises, il y a 22 ans. Aujourd'hui, on se rend compte de la capacité des entrepreneurs à faire évoluer les choses, que c'est eux qui savent, que les lois qui sont faites par des gens qui n'ont jamais mis un pied dans l'entreprise, c'est une catastrophe. Et donc, il y a un revirement. Et ce revirement
je pense que l'URSSAF, avec cette campagne, accompagne ce revirement. Et alors là, ils font beaucoup mieux. Vous nous dites vive l'URSSAF, c'est ça en fait, ce matin. Vive la campagne. Ah, vive la campagne de l'URSSAF. Parce que vous savez très bien ce que c'est. On dit les choses, et ce qui se passe après, ça n'a rien à voir. Mais quand je lis, tu viens de finir tes études et tu souhaites créer ta propre entreprise, tu n'es pas le seul. À chaque étape de ton parcours, l'URSSAF est là pour t'accompagner et répondre à toutes tes questions. C'est extraordinaire, on est dans un pays de bisounours, mais je veux y croire. Je veux y croire, et s'il y a cette campagne, c'est qu'il y a une volonté derrière. Et donc voilà. Et puis vous me laissez, Jean-François, je sais, je suis désobéissante, mais un tout petit coup de cœur. Hier soir, je suis allée, oui encore. Un deuxième coup de cœur. Ah oui, mais ça fait du bien. Vous n'êtes pas venu pour rien. Et que ceux qui habitent là, minorité féminine, mais en majorité avec le temps de parole. C'est vrai. Mais je vais très vite. J'ai été hier au théâtre écouter Dialogue de Bête de Colette au théâtre de Poche à Montparnasse, qui est le théâtre qui a été fondé par Philippe Tesson. Et il y a ce Dialogue de Bête. C'est une femme seule en scène pendant 1h15. Heureusement, ça ira en région, donc ne soyez pas tristes. Et elle s'appelle Lara Suilleux et Cyril Meyer, tous les deux. Un spectacle extraordinaire. Bon, allez, Andrea Cotarac, Jérôme Dubu et Régis de Castelnau, rassurez-vous, je vais essayer de calmer Sophie de Monton. Vous aurez la parole dans un court instant. On se retrouve après la pub. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Lorsque Julie ouvrit son colis Amazon, elle sentit son cœur s'emballer. Ce GPS intégré, ce capteur de mouvement intelligent, c'était le bracelet connecté de ses rêves à un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Amazon, des produits très bien notés, à des prix que vous allez adorer. Un problème de pare-brise? Chez Carglass, il y a toujours une solution pour vous. Il suffit d'aller sans attendre sur carglass.fr. En plus, en ce moment, pour toute intervention pare-brise, on vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Et oui, on vous l'offre jusqu'au 11 avril. Alors profitez-en et prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr. Sud Radio Axe-les-Thermes. 103. Sud Radio. Si, avec vous, Jean-Paul Delperrier, pour ces pronostics. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, retrouvez comme d'habitude, comme tous les jours sur sudradio.fr. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord avec nos 4 invités ce matin. Sophie de Monton d'Éthique, Andrea Cotarac, porte-parole du RN, Régis de Castelnau, avocat, auteur du blog Vue du droit, et Jérôme Dubu, membre du pôle Idée d'Horizon. Nous allons poursuivre ce tour de table avec vos coups de gueule et vos coups de cœur, mais j'aimerais vous faire réagir tout de même avec cette affaire qui fait la une depuis ce matin. Jean-Jacques Bourdin en a largement parlé ce matin sur Sud Radio, ainsi que Patrick Roger. Le rebondissement dans cette terrible affaire du petit Émile qui émeut toute la France. Andrea Cotarac, je commence par vous. Ce sont des affaires qui mobilisent en fait notre émotion à chaque fois. Complètement. Lorsqu'un enfant en bas âge, ou en tout cas un jeune enfant, trouve la mort dans des circonstances qui paraissent irrationnelles, c'est toute la France, et je pense que chacun de vos auditeurs est heurté dans son cœur, dans son âme, par cette perte-là. Alors là, on a deux gardes à vue des grands-parents. Ils sont toujours présumés innocents, si on suit les règles juridiques. Je crois que le procureur va intervenir pour donner d'autres éclairages à l'issue des gardes à vue. En tout état de cause, moi, ce que je veux féliciter ici sur votre plateau, c'est que les enquêteurs n'ont rien lâché. Je crois que c'est plus de 20 mois d'enquête. Ils n'ont absolument rien lâché, et je pense que c'est eux qu'il faut saluer aujourd'hui. Régis de Castelnau, vous êtes avocat. Souvent les affaires, vous savez, on transpire, si je puis dire, on apprend au fur et à mesure, et là il y a une sorte de silence nécessaire pour que l'enquête aboutisse. Alors, je fais partie de ces avocats, d'abord par expérience. Moi, le fait divers, dans la partie de ma compétence pénale, c'était ma vie de tous les jours. Et je pense que ce sont nécessairement des affaires qui passionnent. C'est normal, ça raconte une société. Le terme fait divers, pour moi, n'est pas péjoratif. Alors, dans cette affaire... Vous diriez quoi? Fait de société, c'est ça,
Voilà, et plus que ça, ça raconte ça dit beaucoup de choses sur une société. Donc, le roman policier, c'est souvent du roman social. Et donc, là, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. C'est une affaire qui concerne un petit enfant. Il y a une passion par rapport à ce sort terrible qui lui est arrivé. Donc je pense que l'opinion publique est souvent versatile, elle est souvent tenue par l'émotion. Je crois qu'il faut être très prudent. Par le plus grand des hasards, j'ai regardé hier, parce que je regarde les documentaires spécialisés, les faits entrer l'accusé. J'aime beaucoup ça parce que en général, ils sont faits avec rigueur. Sur une affaire qui ressemblait un petit peu à celle-là, d'une petite fille en Australie qui avait disparu. Les parents étaient adventistes du 7e jour et étaient considérés un peu comme une secte. Ils ont été accusés, mis en prison pour que 2 ou 3 ans après, ils soient parfaitement innocentés. Là, je sais pas je prends pas parti du tout. Je connais mal les détails de l'affaire, mais je crois qu'il faut surtout, au-delà de l'émotion, au-delà de l'intérêt que ça représente, c'est évident, je vais suivre ça. Mais il faut être très prudent. Jérôme Dubu, je vous ai vu tiquer. Pour vous, c'est un fait divers, fait de société. En fait, le fait de société et le fait divers, moi, je mets une limite entre les deux. Je parlerai tout à l'heure du racisme anti-blanc. C'est un fait de société. On va en parler. Là, je crois que c'est quand même... Ça reste pour le moment un fait divers. Même si c'est un fait divers qui nous frappe, parce que c'est un enfant. Un drame familial, voire un cauchemar. C'est une affaire familiale. Moi, je n'en sais pas plus que vous, ni que les auditeurs sur cette affaire. Donc, je laisse les enquêteurs, évidemment, faire leur travail. Visiblement, ils avancent relativement vite. Ça fait 1 an, et 1 an, c'est pas énorme. Alors, pour le placement en garde à vue, Jérôme Dubu, ça paraît énorme. Précise, le placement en garde à vue, c'est les chefs d'homicide volontaire et de recel de cadavres. Oui, visiblement, oui. Donc les enquêteurs ont avancé relativement vite, je trouve. Donc tu as raison, vous avez raison de les féliciter parce qu'ils ont fait du bon travail. On va voir jusqu'où ça va nous mener. Mais effectivement, c'est ce genre d'affaires qui frappe la France, qui frappe le peuple français, qui se réunit d'ailleurs dans la compassion pour cette famille et pour ce petit garçon qui a été visiblement assassiné dans des conditions terribles. Sophie de Menton, ce ne sont pas des passions morbides, c'est tout simplement parce que nous sommes tous parents, plus ou moins, quelque part. Moi, j'ai une seule phrase à dire, je suis grand-mère, et la perspective de ce crime m'est absolument insoutenable. J'ai rien d'autre à dire, c'est insoutenable. Et donc voilà, vous avez tout dit là-dessus. Il y a eu l'affaire du petit Grégory dans le même genre aussi. Et c'est vrai. Justement, l'affaire du Régis de Castelnau. Grégory, il y a plusieurs gardes à vue. Raconté énormément de choses sur la société française. C'était un fait divers terrible, et ce qui s'est produit à cette occasion, moi je me rappelle très bien, j'ai été professionnellement un peu impliqué dans ce dossier, c'était extraordinaire. Les réactions de la société, y compris dans l'affaire du petit Émile disparu, révèlent l'état de la société française aussi, dans ses aspects positifs, mais dans ses aspects négatifs aussi. Donc, faut pas avoir peur de regarder les choses en face. Cette information, je suis sûr que tout le monde l'a vu ce matin. Ça dit des choses sur l'opinion publique française, sur la culture dans notre pays. Pourquoi ? C'est quelque chose. Oui. Mais parce que il y a cette passion pour l'aspect judiciaire avec une inculture juridique et judiciaire totale. Les gens arrivent dans les salles d'audience et parlent au président en l'appelant votre honneur. Mais en quoi c'est spécifique à cette affaire? Ça, c'est une américanisation de la société. Votre honneur. Interpellation. Je comprends pas très bien pourquoi c'est spécifique à cette affaire, parce que la culture juridique, elle est, malheureusement, mais c'est pas systématique. La culture judiciaire. On l'a vu dans l'affaire Daval. On l'a vu quand l'audience s'est quasiment passée sur les plateaux de BFM. Non, mais c'est pour ça que c'est pas spécifique à cette affaire. Alors, est-ce que... Non. Je dis... Méconnaissance de la chose judiciaire, vous dites. Les différentes affaires peuvent dire les mêmes choses de la société. Andrea Cotarac, est-ce qu'à chaque fois il y fait une sorte de lien, est-il réel ou pas, sur quand on parle de l'état de la société? Alors là, il s'agit on verra bien, on verra bien ce que dira l'enquête. Il va y avoir des déclarations, des révélations faites aujourd'hui sur ce qui va ressortir de ces gardes à vue, sur la supposée violence sociétale, sur la violence familiale. Vous pensez qu'on tire toujours trop vite des conclusions hâtives de ce type d'affaires terribles, hein? Je pense que aussi chaque affaire est différente, mais ça ne date pas d'hier qu'il y ait malheureusement des enfants
qui meurent de la sorte, des enfants qui meurent et donc un peuple entier qui est meurtri. Maintenant, je pense qu'il faut raison garder, suivre cette affaire, écouter le procureur sur les éclairages qu'il aura à faire. Et par ailleurs, maître, je pense qu'il y a une inculture, vous dites judiciaire, mais c'est aussi pour ça qu'il y a des professionnels de la justice. C'est aussi pour ça que les avocats sont payés. C'est pour ça qu'il y a des honoraires. C'est-à-dire que le monde juridique est un monde à part. Le vocabulaire juridique est aussi une langue à part, avec un lexique juridique extrêmement riche. Et donc, je pense que c'est grâce à vous, grâce à la justice, grâce à tous ces professionnels d'ailleurs qui manquent, que la justice peut avancer. Moi, dans cette affaire, je serai très prudent, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a toujours une présomption d'innocence, il y aura un procès, il y aura des jurés, il y aura une condamnation au bout du compte. Mais ce que je félicite là, à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons, c'est surtout la pugnacité de nos enquêteurs. 20 mois d'enquête, alors qu'il y a une pression médiatique, alors que vous et moi, on en parle chaque jour, alors que dans les cafés parisiens, rien à filtrer. Dans les cafés à Paris et ailleurs en province, je suis certain que c'est une des discussions les plus populaires de savoir ce qui s'est passé sur ce petit Émile. Jérôme Duby, par-delà l'émotion, la prudence de rigueur, mais pour toutes les affaires. On l'a dit, mais moi je trouve qu'il faut faire attention et je lance... Je prêche un peu dans le désert, vous allez dire, parce que ça n'intéresse pas beaucoup les gens, ce que je vais dire. Mais mais je lance quand même cet appel. Je fais attention à cette médiatisation outrancière. Faisons attention. Nous avons très peu d'éléments sur cette affaire. On en discute ici avec les éléments que nous avons. On essaye d'être prudent et bravo, parce que c'est pas évident. Mais il y a un certain nombre de médias qui font leur chou gras, malheureusement, de ces affaires. Et je trouve ça un peu lamentable. Sordide, absolument. Voilà. Oui, Sophie de Menton, le mot de la fin sur je pense qu'on en parle du petit Émile. Pour tout, on en reparlera peut-être tout à l'heure pour les jeunes, les assassinats, etc. Oui, alors, le mot fait divers veut dire quelque chose, et là, c'est horrible de l'utiliser pour un crime comme ça, mais si... Nous avons une époque médiatique qui fait vraiment feu de tout bois. C'est terrible. Et je trouve que ce sont des faits divers. Je pense même aux assassinats, si on par le passé, les rues pas éclairées, la dangerosité, etc. Mais là, oui, c'est terrible, un assassinat. Je pense à un jeune de 17 ans qui est encore assassiné. Oui. C'est un fait divers. Dans l'Essonne, oui. C'est un fait divers. Allez. Donc, oui, je partage ce que dit Jérôme. Dans un instant, nous reprenons nos coups de cœur et nos coups de gueule. Il est 11h13 sur Sud Radio. Nous nous retrouvons pour la suite de ce Parlons Vrai, pour la suite de Mettez-vous d'accord. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Allez, avant d'évoquer notre premier sujet, ce jeune de 17 ans tué au couteau dans l'Essonne, faut-il durcir la justice des mineurs? Nous allons boucler notre tournée des coups de gueule et des coups de cœur avec vous, Jérôme Duby. Suite, faites moins long que Sophie de Menton. Oui, mais moi je ne délaye pas, contrairement à Sophie, je suis très direct. On est jusqu'à midi. C'est une critique. Non, pas du tout. C'est une amabilité. Il y a des gens qui savent délayer. Il a dit que je délayais. J'appelle ça une critique. Il y a des gens qui savent délayer. Moi, voilà. Alors la notion de racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc. Oui, parce que Sophie Primas, qui est donc la porte-parole du gouvernement, s'est exprimée ce week-end. Ça fait un petit peu de bruit dans le landerneau politique, puisqu'elle a été suivie ensuite par Manuel Valls et par Darmanin. C'était sur CNews. Voilà, c'était sur CNews, il faut le dire. Elle a parlé de racisme anti-blanc pour la première fois. Elle a reconnu, enfin, membre du gouvernement reconnaît, quel qu'il soit, qu'il existe un racisme anti-blanc. Alors, Jean-François Copé en avait déjà parlé dans son livre en 2012, ça ne nous rajeunit pas, sur le manifeste de la droite décomplexée. Il avait parlé de racisme anti-blanc. C'est une vieille histoire, le racisme anti-blanc, parce que c'est François Duprat, qui est un des fondateurs du Front National, copain de Jean-Marie Le Pen, qui avait été assassiné par la suite, la même année en 78, qu'il avait théorisé. Et depuis, on avait un certain dégoût pour en parler. Or, voilà que la porte-parole du gouvernement reconnaît qu'en France, il y a un racisme anti-blanc. Alors, après, il faut essayer de creuser. On n'a pas le temps, évidemment, mais moi, je voulais faire mon coup de cœur là-dessus parce que c'est la première fois que c'est officialisé. Non, mais justement, je ne vais pas en parler pendant des heures. Ça a été pénalement quand même reconnu. Puisqu'en 2016, il y a eu une condamnation d'un jeune qui avait agressé verbalement quelqu'un dans un train et qui avait dit « sale français, sale blanc ».
Voilà, il a été condamné à 3 mois de prison. Vous êtes d'accord, Jérôme, avec l'idée selon laquelle le racisme est quand même tous azimuts et universel? Tout à fait. Non, mais c'est pour ça que c'est une notion très compliquée, que si on rentre dans une exploitation politique de l'affaire, on va pas s'en sortir. Donc moi, je donne les faits. Je trouve que c'est courageux de la part de Sophie Primas d'avoir reconnu que ça existait, parce que pendant des années, on l'a nié, notamment la gauche l'a nié, et aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il y a un racisme anti-blanc. Personne ne condamne. Ouais, juste un commentaire rapide là-dessus, parce que vous êtes juriste, maître Régis de Castelnau. Vous êtes d'accord avec ce qui a été dit par Jérôme Dubu à l'instant? Il fallait préciser, pointer cette chose-là? Je suis gêné par le terme racisme. En général, racisme anti-blanc, je pense pas que ça soit ce soit le bon mot. Alors c'est vrai qu'on a la petite bourgeoisie urbaine qui tient à ce que le terme racisme soit une exclusivité pour leurs protégés, c'est-à-dire ceux qui sont issus de l'immigration en général. Donc moi je pense à xénophobie, oui. Évidemment, xénophobie, et je pense à aussi suprémacisme, c'est-à-dire le sentiment d'être supérieur. Et ça, c'est extrêmement répandu. Je pense à la réflexion de Génie Bastier disant la civilisation occidentale est supérieure parce qu'elle a reconnu ses propres erreurs. Moi, je trouve que c'est un peu court comme raisonnement. Non, le problème, c'est que c'est un débat qui est pipé. Racisme anti-blanc contre racisme général, exclusivité revendiquée par la petite bourgeoisie urbaine de cette fausse gauche. Donc, moi, je pense que la condamnation, mon cher Jérôme, ça a été parce que l'article 200-5 du Code pénal dit qu'on ne doit pas discriminer les gens en raison de leur couleur de peau, en raison de leur ethnie, etc. Donc, il n'y a pas besoin de qualifier ça spécifiquement de racisme anti-blanc, simplement de condamner, de stigmatiser cette utilisation, parce que c'est une injure. Un petit mot avant le coup de gueule de Régis, un petit mot, Sophie de Montan. En plaisantant à moitié, si on va par là, il y a un racisme anti-blonde. Parce que anti-blonde. Blonde. Oui. Il y a eu d'ailleurs à un moment donné toutes les plaisanteries sur les Belges. Donc il y a effectivement de la xénophobie. Il y a des mais là, le sujet plus sérieux quand même. Oui, c'est un sujet sérieux. Ça dépend. Ce qu'on veut dire. Non, mais ce qui est important, c'est que l'utilisation du mot racisme. Là, il est très précis. C'est vrai que lorsqu'on accuse des blancs et il y a une violence, oui, c'est du racisme anti-blanc. Régis de Castelnau, votre coup de cœur, non, votre coup de gueule, pardon, sur coup de gueule. Vous n'êtes pas content, coup de gueule. Alors, très rapidement. D'abord, rappeler à Sophie, tout à l'heure, elle a dit que c'était les entrepreneurs qui payaient l'URSSAF. Non, les entrepreneurs versent à l'URSSAF. Non, j'ai pas dit qu'ils payaient. Oui. Ce sont les salariés qui payent leur salaire différé. J'ai pas dit ça. Alors, ce que je voulais dire, c'était, on parle de salaire, en tout cas de rémunération. L'Union européenne vient d'augmenter pour la 7e fois depuis 2022, en 3 ans, ses 66 000 fonctionnaires. Je trouve que au moment où on nous annonce 800 milliards pour la défense, au moment où on nous dit qu'il va falloir faire des sacrifices, qu'il va falloir passer à une économie de guerre et qu'il va naturellement qu'on va devoir prendre l'argent dans les dépenses sociales, ça a été par certains affirmé clairement, je trouve que cette annonce est quand même particulièrement malheureuse. Voilà. S'il y a c'est un moyen, effectivement, c'est un peu une provocation, dirais-je. Une 7e augmentation en 3 ans des fonctionnaires européens qui vous fait réagir ce matin, Régis de Castelnau. Je me tourne vers vous, Andrea Cotarac, pour votre coup de cœur. Oui, c'est un coup de gueule, mais qui se transforme en coup de cœur tout doucement. Oui. Je voulais vous parler des ZFE, les zones à faible émission, donc qui vous interdit d'entrer dans une métropole si vous êtes un peu trop modeste et que vous avez un véhicule un peu trop ancien et donc un peu trop polluant. Les ZFE sont en réalité des zones à forte exclusion sociale. Moi, je le vois autour de Lyon, dans un rayon allé de 50 km autour de la métropole de Lyon où c'est appliqué. Ceux qui sont exclus sont des actifs modestes,
des gens qui se lèvent tôt le matin pour aller bosser, mais qui n'ont pas assez d'argent pour avoir un véhicule électrique ou un véhicule peu polluant. Ça exclut les habitants du monde rural, ça exclut les habitants des banlieues, ça exclut des artisans avec leurs vieilles camionnettes d'aller travailler au sein des métropoles. Alors, vous dites quoi alors? Stop les je me pose la question et je le dis à Maître. Moi, je pense que c'est une ségrégation sociale et territoriale. C'est-à-dire qu'on a à la fois une rupture d'égalité entre les citoyens, il y a une forme de violation de la liberté d'aller et venir dans ce pays. Et j'aimerais dire aussi, ça c'est sur la forme, mais sur le fond, le RN est le premier parti écologique. On ne nie pas qu'il y ait une pollution atmosphérique. Vous n'êtes pas les seuls à dénoncer les ZFE. On n'est pas les seuls, heureusement. Vous n'avez pas le monopole. Hein. Non, c'est vrai, mais on était les premiers. Donc c'est bien qu'on a convaincu les autres. Et je suis très content. Juridiquement, non, pas du tout. Juridiquement, mais je vais vous dire qu'à Paris, il y a des associations qui ont réagi bien plus vite que le Rassemblement national. Attendez, vous êtes gentil, mais j'ai coupé la parole à personne. Donc sur la forme, c'est une ségrégation sociale et territoriale. Sur le fond, maintenant, je dis que le RN ne nie pas le fait qu'il y ait une pollution atmosphérique. On ne nie pas le fait qu'il y ait une augmentation, notamment chez les enfants en bas âge, de différentes maladies respiratoires comme l'asthme, qui augmente dans notre pays. Mais je dis une chose, le combat écologique ne passera jamais par la brutalité. On ne remplace pas une injustice sanitaire par une injustice sociale. Et je veux dire que vendredi prochain, notre groupe du RN va demander à Laurent Wauquiez, LR, un texte, on va lui proposer un texte pour retirer les ZFE de toutes les métropoles d'Auvergne-Rhône-Alpes, Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand, Annecy et les autres. Nous verrons bien à ce moment-là si les LR sont par nature hypocrites, puisque monsieur vous parlez de la région Auvergne-Rhône-Alpes, celle qui a le plus de ZFE. Oui. Nous verrons par définition si monsieur Wauquiez accepte notre texte ou si les LR sont par nature des hypocrites. Juste une question complémentaire, Andrea Cotarac. On fait quoi à la place? Parce qu'il y a quand même un problème qui commence à devenir un peu oppressant. Bien sûr. Moi, je vais vous dire deux choses. Une solution. Bon, la première, c'est que mais qu'est-ce qu'on fait les maladies respiratoires, elles ne sont pas uniquement dans les métropoles de Lyon. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Elles ne sont pas non plus liées uniquement par les automobiles, loin de là. C'est le trafic aérien, c'est l'industrie, et je vais vous dire même pour la région Grand Est, ce sont les centrales à charbon allemandes, c'est-à-dire les particules qui s'envolent en Allemagne des centrales à charbon, qui viennent vers nous. Par conséquent, tout participe à la pollution et au dérèglement climatique. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, je propose la première chose, c'est que vous avez eu dans le Haut Conseil au climat indique que 50% des émissions de la France sont issues des importations. 50% des émissions sont issues des importations. La première des choses à faire, c'est le localisme. Il faut relocaliser l'industrie. Vous ne faites pas ça en un an. Non, c'est pas ça en un an, mais on le fait d'abord en baissant l'électricité, par exemple. Le problème de la ZFE, je l'avais dénoncé quand j'étais élu au Conseil de Paris, puisque évidemment Hidalgo était là-dessus. Oui. Bien évidemment, le problème, c'est le maillage alors pour Paris, de la grande banlieue et même avant le Grand Paris Express, de la petite banlieue en transport en commun. C'est ça le problème. Si vous avez des bons transports en commun qui sont réguliers, qui sont pas trop chers, qui fonctionnent bien et qui ont bien maillé le territoire, la ZFE ne pose pas de problème parce que vous prenez les transports en commun, sauf pour les artisans. Est-ce que c'est le cas? Mais c'est pas le cas. Merci. Donc justement, on a mis la charrue avant les bœufs. On a d'abord impliqué les ZFE, enfin on veut d'abord appliquer les ZFE et ensuite améliorer les transports en commun. Ça va pas dans ce sens-là. Ça va pas dans ce sens-là. Voilà, c'est tout qu'on va pas vous auriez voté notre texte alors si vous étiez élu d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vous pouvez avoir raison, mais ce qui maintenant c'est que ils ne votent pas selon leurs convictions et la nécessité d'un vote. Cette Assemblée nationale vote uniquement contre le parti opposé et donc c'est terrible parce que typiquement. Non mais nous on propose toujours des solutions derrière. On en propose toujours. Il n'empêche que là, c'est un texte pas parce que vous êtes à Rennes. C'est un texte. Ah ben voilà. Non mais la vraie solution, c'est l'amélioration des transports politique. Le sectarisme politique à notre encontre. Absolument, mais ne bénéficie pas aux Français. Je crois que c'est très prosaïque cette mesure de ZFE. Christophe Guilluy. On connaît bien, l'a redit très nettement, ce sont les couches supérieures de la société qui sont dans les métropoles qui produisent de la richesse, qui ne veulent pas voir les gueux venir sur leur territoire. C'est toutes les mesures prises par Anne Hidalgo, toutes les mesures qui sont prises par ceux qui sont arrivés au pouvoir dans les mairies, Lyon, Bordeaux... Les écologistes d'extrême gauche, il faut les nommer. Tous ces gens-là ne veulent pas voir arriver
des gens qu'ils détestent, qu'ils méprisent. Il suffit de voir leur prise de position au moment des Gilets jaunes. Donc c'est une décision, purement une décision de classe. Elle a bon dos, la lutte contre les particules fines. Mais non. La solution, c'est de voter contre eux aux prochaines municipales. On ne veut pas les voir. Donc je constate ici que mon texte aurait eu l'unanimité. Ça dépend du texte. Après ces coups de gueule et ces coups de cœur, à 11h29 sur Sud Radio, nous allons aborder dans un instant notre premier sujet. Eh bien oui, on a pris un petit peu de retard, mais c'est bon, les débats. Les débats étaient intéressants. Ça se passe bien sur la justice des mineurs. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour. Êtes-vous d'accord? Ouais, je ne sais pas si on va être tous d'accord autour de cette table. En tout cas, ça discute beaucoup hors micro. Il faudrait presque parfois diffuser sur le net, parce que on ne peut pas tout faire à l'antenne. Ce qui se dit autour de la table. Allez, premier sujet ce matin, cette nouvelle rixe qui s'est produite dans l'Essonne. Affrontement entre bandes des quartiers. Un jeune de 17 ans qui a été mortellement poignardé à hier. C'est la énième rixe entre bandes rivales de quartier dans ce département, mais il y en a partout en France. Ce sont des débordements qui arrivent désormais sur les stades de foot amateurs notamment, mais pas que. Des quartiers qui s'affrontent depuis parfois 20 ans, on ne sait même plus pourquoi. Ce n'est même pas forcément lié vous savez, au trafic de stupéfiants. Je commence par vous, Régis de Castelnau, vous êtes avocat. La question qui est éternellement posée depuis tant d'années, c'est: faut-il faire, oui ou non, évoluer cette justice des mineurs, et de quoi parlons-nous exactement ? Alors, ça fait depuis 1945, c'était l'ordonnance qui a été adoptée à ce moment-là et qui a organisé la répression pénale de la délinquance des mineurs. Donc, elle a un peu évolué, pas beaucoup, mais c'est un petit peu le serpent de mer, ça revient à chaque fois que on constate, parce que on constate que l'entrée dans la délinquance, l'âge de l'entrée dans la délinquance, incontestablement, c'est abaissé. Il y a je me rappelle plus son nom, un spécialiste qui a fait des études en disant que à partir de 12, 13, 14 ans, les enfants qui avaient basculé dans la violence étaient quasiment irrécupérables. C'était un constat terrible, mais c'était une approche très documentée qu'il avait faite. Je ne sais pas si le problème il est celui d'une réforme de la répression des mineurs. Je pense qu'à ces âges-là, lorsque ces populations, parce que ça touche des populations un peu particulières, même si aucune couche sociale n'est à l'abri de voir ces enfants basculer dans la délinquance, mais là, cette violence au quotidien, cette absence totale de limite, cette absence de réponse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Alors, réponse judiciaire, mais pas seulement, donne un sentiment d'impunité. On est invulnérable à 15 ans, 16 ans, 17 ans. C'est une situation dont je considère qu'elle reflète l'état, et j'y reviens, l'état d'une société malheureusement, faute de moyens, avec une société morcelée, avec la disparition des grands systèmes d'intégration qui étaient le travail, qui était l'école, qui était il y avait également le service militaire qui permettait au moins pendant un an ou deux une intégration particulière. Je crois que ce délitement va se poursuivre. Je suis très très pessimiste. Délitement, vous dites, Régis de Castelnau, vous êtes très pessimiste. Jérôme Dubuc, il y a cette proposition de loi qui émane de Gabriel Attal, le chef de file d'Ensemble pour la République, Renaissance, adoptée à l'Assemblée et qui bloque au Sénat. Que propose Gabriel Attal? La création d'une procédure de comparution immédiate pour les mineurs de 16 ans, pour des faits graves. On n'attend plus désormais un temps infini pour qu'ils soient confrontés à la justice, ou encore le durcissement des sanctions pour les parents de mineurs délinquants. Un texte qui a été évidé au Sénat par les Républicains. Bon, ça c'est pour l'anecdote politique. Qu'est-ce qu'on fait ?
Non, mais c'est un texte qui est largement... Vous qui êtes membre d'Horizon. Oui, non, mais c'est un texte qui est largement insuffisant, je le dis très clairement, parce que... insuffisant, oui, très largement insuffisant sur les mesures qui sont proposées. Pourquoi ? La violence des mineurs, c'est 20% de la violence en France, donc c'est quand même considérable, parce qu'il n'y a pas 20% de mineurs en France. Donc, il y a une surreprésentation de la violence des mineurs, notamment sur les violences avec coups et blessures, sur les vols violents, sur les trafics de stupéfiants, qui sont quand même les éléments qui nous agitent et qui pourrissent notre quotidien et le quotidien des Français au jour le jour. Donc moi, je plaide pour la majorité, l'abaissement de la majorité pénale à 15 ans. 15 ans. Ça fait des années que je le dis, et je vois que là, dans le texte de M. Attal... Vous estimez qu'à 15 ans, nous sommes adultes ? On maintient la majorité à 18 ans, mais on dit on va réformer l'excuse de minorité. Mais en réalité, ce sont les juges qui vont pouvoir le faire. Or, qu'est-ce que l'on constate depuis un certain nombre d'années sur les condamnations de mineurs ? Il y a de moins en moins de condamnations de mineurs, avec des peines qui sont de plus en plus faibles et alternatives. Et pourquoi les juges changeraient ? Comment l'expliquer ? C'est ce que je dis. Donc il faut passer clairement à une majorité pénale à 15 ans. Il faut arrêter la césure, qui est une bêtise complète. La césure, je rappelle, c'est que vous condamnez le mineur et 6 mois plus tard, vous lui impliquez une peine. C'est ça. Bon, pourquoi ? Ça n'a aucun sens. On n'a pas besoin de réfléchir pour savoir quelle peine, s'il est condamné, on doit lui appliquer. Vous y voyez une forme d'impunité. Donc, majorité pénale à 15 ans, césure terminée, et puis troisième point, il faut aller plus vite. Ça, le texte le prévoit. Mais sur les 2 autres points, non. Alors, deux choses. Premièrement, avec quels moyens ? On a la même discussion depuis des années. Rien ne se passe. Les mêmes événements. Médiatisation à outrance et des faits divers horribles qui se renouvellent. Mais, Jérôme, moi, ce qui m'inquiète, c'est d'abord, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Sauf que vous dites là, aujourd'hui, que les juges n'utilisent même pas le pouvoir qu'ils ont. Donc, ça veut dire que moi, je suis très inquiète d'une forme de gouvernement des juges. Je n'ai plus tellement confiance, je le dis à titre personnel, j'ai plus tellement confiance dans la justice. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la lenteur, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas plus sévères, je ne comprends pas. Et alors, est-ce que changer... Et c'est bien. Est-ce que je suis d'accord, une minorité juste pour ça à 15 ans, pourquoi pas, mais est-ce que les juges vont faire attention à ça ? Si vous si vous leur laissez la possibilité d'appliquer ou non l'excuse de minorité, là, effectivement, on ne va pas s'en sortir. On n'a pas entendu Andrea Cotarac là-dessus. Moi, ce que je dis, c'est que c'est une addition de faits divers, mais c'est un fait de société. Il y a une explosion des violences gratuites. Tout le monde reconnaît que c'est un fait. Il y a une désacralisation de l'intégrité physique dans notre pays. Et vous avez dit que la délinquance des mineurs, c'est 20%. Je vais même le préciser. Un auteur sur 3 dans notre pays pour vol avec arme, 1 sur 3 est un mineur entre 13 et 17 ans. Comment on réagit 35% des auteurs présumés de vol avec violence sont des mineurs entre 13 et 17 ans. Attendez, qu'est-ce qu'on fait ? On en parle souvent, vous avez raison. Monsieur Attal propose une loi prochainement avec des points positifs. On aurait aimé d'ailleurs qu'il soit Premier ministre. On aurait aimé qu'il soit Premier ministre avec une grande majorité pour faire les choses. Bon. Il propose par exemple de condamner les parents à une peine allant jusqu'à 10 000 € lorsqu'ils refusent d'aller voir le juge lorsqu'ils sont convoqués. Très bien. C'est très bien. Mais il faut aller bien au-delà de ça. Nous, on propose quoi ? On propose la suppression de l'excuse de minorité. Mais ça ne suffit pas. Mettez la majorité légale, la majorité pénale à 15 ans. Ayez le courage de le faire. Ça ne suffit pas si je m'arrête là. Laissez-moi continuer. Vous allez voir qu'on a d'autres idées. Pourquoi ? Parce que... le mineur sous l'ordonnance de 45 n'est plus le mineur d'aujourd'hui. Donc il faut une évolution. Et il ne faut pas laisser au juge le choix d'appliquer ou non cette excuse de minorité. Alors, sous la Révolution, on disait que le juge, c'est la bouche de la loi. Donc il faut changer la loi. Il faut supprimer les allocations familiales pour des enfants multirécidivistes en cas de carence manifeste des parents. Aux parents de faire le job. Il faut expulser les délinquants étrangers, quels qu'ils soient. Et il faut surtout une comparution immédiate
comparution immédiate et une peine minimale dès le premier délit. Mais il faut, ça ne veut rien dire. Andrea Cotard, donc vous en revenez... Ça s'appelle une loi, mais si nos adversaires politiques qui sont d'accord avec nous avaient le courage de voter les textes estampillés Rassemblement National, on n'en serait pas là. Désolé, cette loi est encore très insuffisante. Ça revient très insuffisant. On aimerait que vous soyez majoritaire aussi depuis 8 ans. Non, Horizon. Ça revient à ce que disait à l'instant Régis de Castelnau, c'est une question de moyens. Moyens de la justice. Moyens. Je vous donne la parole dans un instant, Régis. Je voudrais mettre les pieds dans le plat sur 2 points. Reprendre celui-là, mais commencer par dire, il y a également... Vous avez cité mon bouquin qui s'appelle Une justice politique, il est assez long, il fait 600 pages, dans lequel je décris le processus de politisation du corps des magistrats. Il y a une présence extrêmement forte, je dirais quasiment hégémonique, une présence idéologique, d'une culture de l'excuse, d'un rapport particulier avec cette délinquance qui est considérée comme venant de victimes, d'un système. Je suis désolé, ça m'ennuie d'être obligé de dire ça, mais c'est une réalité. Deuxièmement, ce sont la question des moyens. Le service de la justice de la publique, est un des pires d'Europe, avec le budget un des plus bas. Il est ridicule, ce budget. Moyennant quoi, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on fait des circulaires pour demander aux juridictions de déstocker les procédures qui n'ont pas pu se dérouler faute de moyens, et donc on classe tout ça sans suite. Est-ce que vous savez qu'il existe dans ce pays 1,5 million d'infractions avec auteurs connus qui ne sont pas poursuivis? Les procureurs classent sans suite dès le départ. Donc tant qu'on n'aura pas mis... C'est pas une question d'argent, ça. Pardon ? Je dis, c'est pas une question d'argent. Tout à l'heure, on disait c'est une question d'argent. Mais si, c'est une question d'argent. Mais bien évidemment. De moyens. Donc d'argent. Oui. Mais évidemment, quand vous pensez que on dit il faut que les jeunes comparaissent immédiatement, mais on n'a pas les moyens de les faire comparaître immédiatement. Ensuite, les peines ne sont pas exécutées parce que les procureurs n'ont plus les moyens, si tant est qu'ils le veuillent, n'ont plus les moyens. Andrea Cotarac. Andrea Cotarac veut réagir. Il y a énormément de peines alternatives ou autres comme les travaux d'intérêt généraux qui ne sont pas exécutés. Qu'est-ce que fait le juge d'application de peine? Il le renvoie vers le SPIP, c'est-à-dire le service d'insertion. Et c'est une boucle comme ça, avec une peine qui n'est jamais appliquée. Donc il faut que les juges agissent différemment que de les renvoyer vers le SPIP. Il faut les sanctionner. Quand ils n'appliquent pas les travaux généraux, eh bien c'est une prison ferme, par exemple. Bon. Deuxièmement, je suis d'accord avec vous sur les moyens. La France est le pays où on a 12 magistrats pour 100 000 habitants. La moyenne européenne, c'est 21 magistrats pour 100 000 habitants. L'Allemagne, c'est 24 magistrats pour 100 000 habitants. Et question de moyens, pourquoi ? Parce que j'ai ici les chiffres. Effectif. Les Pays-Bas, c'est le budget de la justice en 2018, 740 € par habitant. L'Allemagne, c'est 131 € par habitant. L'Italie, 80 € par habitant. La France, 69 € par habitant. Je suis pas sûr qu'on punisse plus aux Pays-Bas. Si vous ne mettez pas... Attendez, c'est pas seulement un problème de moyens, parce que là, j'ai pas dit que c'était uniquement de moyens. J'ai dit qu'il y avait à la fois une justice qui devait être en même temps. Depuis un certain nombre d'années, on trafique ce que je dis. J'ai pas dit que c'était uniquement une question de moyens. Pas du tout. J'ai dit que c'était à la fois une question de moyens pour avoir une justice rapide et efficace, et deuxièmement, c'était une question aussi de sévérité. J'ai évoqué tout à l'heure l'ensemble des propositions qu'on a eues. Donc c'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux à la fois. Tous les derniers budgets qui ont été votés à l'Assemblée, les derniers budgets de la justice, notamment ceux qui ont été présentés par Dupond-Moretti, que je porte pas particulièrement dans mon cœur, mais il faut lui reconnaître ça, ont été en augmentation d'environ 7 à 8% par an. Bon, on essaye de rattraper le retard. Il y a encore beaucoup de retard. Quant à l'affaire des Pays-Bas, je suis désolé, il n'y a pas plus laxiste que la justice des Pays-Bas. Mais si, bien sûr que si. Leurs prisons sont vides. Mais pas du tout, parce qu'ils condamnent pas. Enfin, bon, d'accord. Mais oui, ils dépensent un fric fou pour pas condamner, c'est pas du tout ce qu'on veut. Le Danemark, les Pays-Bas, on veut dépenser pour condamner, c'est pas du tout la même chose. Une immédiate et une peine minimale pour la justice des mineurs. Mais prenez pas comme exemple les Pays-Bas, parce que c'est pas du tout le cas. Il y a une baisse totale de la délinquance chez les mineurs, et je dis qu'il faut... aux Pays-Bas, il y a une explosion du narcotrafic. Tout le monde fait Non mais vous confondez tout là. Tout le monde, les mineurs, le narcotrafic, vous confondez absolument tout. Je vais pas arriver à vous réconcilier. Ça fait 8 ans que vous confondez tout au pouvoir. Pas du tout, parce que ça touche les gens. Faut être sérieux, ça touche les jeunes. Déjà dans la campagne de 2027. Mais ne prenez pas comme exemple la justice des Pays-Bas, c'est une catastrophe. Eh bien, je vous invite à y jeter un coup d'œil quand même, au lieu de dire n'importe quoi. Au Danemark, aux Pays-Bas, y compris dans les pays scandinaves. On ne peut pas condamner, on n'a pas de prison.
nous. En plus. Donc vous êtes d'accord sur le constat, mais pas forcément Monsieur Macron sur avait les promis 20 éventuelles 000 places de prison. Sur les éventuelles solutions. Bon. Allez, nous marquons une nouvelle pause et dans un instant, nous allons en marge du débat autour de l'antisémitisme évoquer cet étonnant sondage sur le fait religieux. Ça va intéresser Sophie de Menton. Sur le fait religieux en entreprise. À tout de suite. Vous êtes sur Sud Radio. Mettez-vous d'accord. Revient dans un instant. Sud Radio, votre avis fait la différence. De 10h midi, mettez-vous d'accord. Allez, dernière partie de ce Mettez-vous d'accord sur Sud Radio avant de retrouver l'ami André Berkoff. Et c'est Juliette Rioufol qui prépare cette émission qui a attiré mon attention sur cet étonnant sondage, puisqu'on parle beaucoup en ce moment, vous le savez, il y a une marche blanche à Orléans ce soir d'antisémitisme et de faits religieux plus généralement. Cette enquête, ce sondage publié par le CRIF et l'Institut du Travail qui évoque un chiffre étonnant, 37% des salariés qui déclarent avoir déjà été confrontés à des faits religieux sur le lieu de travail. Et Juliette met l'accent sur notamment cette différence entre les générations, entre l'ensemble des salariés et les 18-24 ans, les nouveaux salariés. Je vous prends un item, une ligne au hasard. Refuser d'entrer en contact avec certains clients selon leur religion. C'est l'acceptabilité est à 19% pour l'ensemble des salariés en moyenne. Et pour les 18-24 ans, elle monte à 40%, ça veut dire que certaines idées, notamment concernant la religion, commencent à infuser chez les jeunes générations. Sophie de Menton, la présidente d'Ethique, vous êtes chef d'entreprise vous-même, vous constatez ce changement de mentalité dans l'entreprise? Alors, figurez-vous que j'avais une boîte de télémarketing qui s'appelait Multiligne et qu'il y a exactement 20 ans, j'avais des femmes voilées parce que on m'avait dit tiens, est-ce qu'on recrute une femme voilée? J'étais tellement étonnée, je dis bah oui, puis elle ne sera plus voilée. Enfin, ça n'existait pas la problématique il y a 25 ans. Et on les a recrutées, moyennant quoi il y en a eu énormément. Elles sont rentrées, elles avaient des CV pas voilés, puis elles étaient voilées. Et j'ai donc été obligée de faire des buffets pour le Ramadan le soir parce qu'elles tombaient dans les pommes. Et donc voilà, mais ça se passait plutôt bien. Sauf que elles étaient voilées, elles ne serraient pas la main des clients qui venaient écouter les centres d'appel. Donc j'avais une problématique déjà importante. J'ai perdu un budget d'un énorme groupe de beauté qui a dit je veux pas qu'on réponde au téléphone et qu'on argumente sur la beauté avec des femmes voilées. Donc j'ai commencé à avoir des vrais problèmes. Donc ça fait 25 ans que ça dure dans l'entreprise. Mais on se débrouille parce que les chefs d'entreprise sont là pour trouver des solutions. Et donc le sondage est intéressant, mais peu importe. Vous vous adaptez, c'est ça en fait. Ah oui, on s'adapte. Oui. Et moi, coup par coup, mon DG m'a dit il faut faire un buffet le soir dès que la nuit tombe parce qu'elles n'ont pas bouffé depuis le matin. Et je pense aux femmes en particulier parce qu'on avait beaucoup de femmes. Et donc voilà. Pendant la période du Ramadan. Ouais. Non, mais je confirme ce que dit, puisque moi je suis dans une entreprise, je confirme ce que dit Sophie. Alors effectivement, on fait preuve de pragmatisme. Mais ça nécessite des négociations qu'on n'avait pas avant, ça nécessite un certain nombre d'aménagements, effectivement, qui vont parfois contre le règlement intérieur même de l'entreprise. Donc, si vous voulez, il y a une limite quand même à ne pas franchir. Et je confirme ce que disait Sophie à l'instant. La période du Ramadan est très compliquée à gérer pour nous. Très compliquée. Déléguée syndicale CGT était voilée, je tiens à le dire. Déléguée syndicale CGT voilée, alors que c'est un syndicat laïque en principe. Quand on fait un séminaire pendant le Ramadan, le midi, c'est très compliqué d'avoir un certain nombre de salariés. Andrea Cotarac, il faut s'adapter. Pas question de légiférer là-dessus, si? Mais tout existe déjà. Enfin, moi, je veux dire, à un moment donné, je crois qu'il y a une différence entre les générations qui vaut dans les entreprises. Ça vaut aussi à l'école, chez les professeurs. Vous voyez que les professeurs les plus jeunes sont finalement beaucoup plus malléables, beaucoup plus flambis vis-à-vis du séparatisme, et notamment du séparatisme islamiste. Moi, je me souviens... Je vous expliquais un truc rapidement. À la France Insoumise à l'époque, c'est-à-dire quand Jean-Luc Mélenchon était encore laïque, mais qui commençait à changer, il y avait quelqu'un qui s'appelait... Votre ancienne famille. Oui. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Georges Kuzmanovic qui avait organisé une conférence avec des syndicalistes, notamment dans le ferroviaire, qui se plaignaient d'une offensive islamiste pour changer les statuts, pour avoir des salles de prière, comme c'est le cas à l'UNEF aujourd'hui chez le syndicat étudiant de gauche, pour avoir divers changements des statuts. Et il y avait une résistance qui s'était faite, qui était laïque. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, on a une gauche plutôt une extrême gauche qui est très malléable, voire complice vis-à-vis des islamistes, parce que quand vous faites le tour, dans les entreprises, vous avez
une mobilisation s'était faite sur la burqa, pour le burkini, pour le halal à la cantine, pour les carrés musulmans dans les cimetières, pour les prières de rue, pour la baya à l'école, etc. Pour le voile dans les soirs. Et pour les entreprises, puisque Georges Kuzmanovic, quand il a fait cette conférence, a été exclu de la France insoumise. C'est-à-dire que toute personne qui défendait la laïcité contre un islamisme, donc une théorie politique qui s'attaquait à nous, était exclue. Donc je crois que l'extrême gauche a une responsabilité dans toutes ces polémiques. Régis de Castelnau, vous avez une mission parce qu'il ne vous reste qu'une minute, même pas, pour réagir à ce sujet. Allez-y, top chrono. J'ai une mission. Je pense que chez les jeunes, puisque c'est des jeunes qu'il s'agit, il y a aujourd'hui, ils vivent dans une société où il y a un brassage plus important. Donc je pense que c'est plutôt du désintérêt vis-à-vis de cette question. Ils sont acculturés sur le plan religieux très souvent. Je prends l'exemple de mes propres enfants. Donc, je crois qu'il y a de ça, mais pas seulement. Parce que nous, on est extrêmement sensibilisés à ça à cause de l'islamisme et de l'islamisme politique. C'est toute la question. Le débat que nous avons aujourd'hui, ça fait effectivement, Sophie a raison, ça fait 20 ans qu'on l'entend, 20 ans qu'on voit les choses monter et la société changer. Et la société changer, une immigration non contrôlée, l'islam, religion importante dans notre pays, fait que on ne sait pas comment résoudre cette difficulté, parce que ça va à l'encontre de notre tradition. Et vous nous faites part de votre pessimisme, hein, comme vous l'avez fait au début de l'émission. Allez, une fois de plus. Heureusement qu'il n'est pas dans le studio. Hein. Allez, merci à vous, Régis de Castelnau, merci Andrea Cotarac, merci Jérôme Dubu, et merci à vous, la merveilleuse Sophie de Menton. J'ai le droit de dire ça? Oh oui, vous avez on a le droit, c'est un peu vieux jeu. Mais on confirme, on confirme. C'est jamais vieux jeu. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce studio? Un compliment n'est jamais vieux jeu. Eh bien, on le fait aussi. Allez, Sud Radio, 11h56. Dans un instant, nous avons le bonheur de retrouver André Berkoff. Allez, restons. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.